Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui on parle de musculation sur un régime cétogène en entrevue. J'ai avec moi Christian. Christian est un culturiste qui a gagné plusieurs championnats, dont celui des 65 ans et plus en Belgique. Donc aujourd'hui on va parler de muscles, de cétose, de sucre, de gras, de protéines. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, d'abord Christian, comment vas-tu? Je vais très bien, Andy, merci. J'avais hâte de faire une vidéo avec toi parce que j'apprécie ta chaîne et j'aime bien ton humour aussi. Excellent. Merci Christian d'être là. Merci pour le commentaire. C'est drôle parce que ça, il a fallu se reprendre à plusieurs fois pour réussir à avoir cette entrevue-là. Et là, je tiens à préciser à tout le monde, Christian, culturiste, cétogène, donc il n'est pas carnivore. Ça se peut qu'il y ait des points de vue divergents du mien, puis c'est correct, puis on n'a pas échangé nos points de vue d'abord avant de faire l'entrevue. Donc, moi, je suis vraiment là pour accueillir son point de vue, accueillir son avis, sa façon de faire, et donc tout ça en étant ouvert d'esprit. Donc, Christian, j'aimerais ça que tu me parles de c'est quoi ton historique de culturiste, puis qu'est-ce qui t'a amené vers le régime cétogène? Alors, je vais te raconter un petit peu mon histoire alors, depuis le début. J'ai commencé la musculation vers 26 ans. Vers 26 ans, j'ai commencé, je vais tout dire sans filtre, hein. J'ai Mhm, fait 2 ans d'entraînement naturel. Après 2 ans, j'ai fait une compétition naturelle où j'ai fait deuxième. Et puis, à l'époque, quand on voulait continuer les concours de bodybuilding, eh bien, on n'avait pas le choix. Je vais dire, tout le monde prenait des anabolisants à cette époque. Et je suis passé par là aussi. Donc, j'ai commencé à prendre des anabolisants. Je me suis entraîné 5-6 ans. J'ai fait plusieurs cures lors de ces 5-6 ans et quelques concours. Après, vers 33 ans, j'en ai eu marre des anabolisants parce que j'étais très soucieux de ma santé et donc je n'ai jamais été trop en accord avec le fait de prendre des produits. Et donc j'ai décidé d'arrêter la compétition. De toute façon, il n'y avait rien à gagner à part perdre sa santé avec les produits anabolisants. Mais j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à manger sainement, entre guillemets, parce que, encore une fois, à cette époque-là, je croyais manger sainement, mais c'était pas le cas. mhm, C'est-à-dire que je mangeais un petit peu les recommandations traditionnelles, 60% d'hydrates de carbone, 20 à 25% de graisse, de protéines et le reste en graisse. Euh, mhm, Après ça, bah, j'ai continué à m'entraîner de nombreuses années. J'ai aussi fait des arrêts. J'ai arrêté 1 an pour la construction d'une salle de fitness que j'allais ouvrir. Je suis aussi parti 6 semaines à Cuba faire le tour de Cuba en vélo où j'ai arrêté complètement. Quand je suis revenu, j'avais tout perdu. Euh, donc j'ai reconstruit ma masse musculaire à peu près 2 fois, 2 fois naturellement après être sorti des anabolisants. OK. Voilà. Et donc, il y a à peu près maintenant une bonne dizaine d'années, je suis devenu intolérant au gluten. Mhm, J'avais plein de problèmes, aucun médecin ne trouvait la solution, etc., ne pouvait m'aider. Donc, j'ai fini par chercher tout seul et j'ai changé mon alimentation. Il m'a fallu 2 ans pour m'en sortir. Euh, Ça a été assez pénible. Et puis, je suis devenu low carb. En low carb, j'ai fait le championnat de Belgique il y a 3 ans avec mon fils qui m'a, qui a un petit peu relevé le défi. C'est-à-dire qu'il m'a proposé, il m'a dit, papa, j'ai envie de faire le championnat de Belgique dans 1 an. Il s'entraînait depuis l'âge de 12 ans et il en avait 20. Et donc, j'ai dit, bah, chiche, on va le faire ensemble. Donc, on va se repréparer ensemble, tous les deux, naturellement. Toi en senior et moi en masters. Et j'ai gagné ma catégorie et lui a fait deuxième.
Et puis, fin d'année 2025, enfin pas fin d'année 2025, non, il y a 2 ans, j'ai entrepris un programme cétogène pour mes articulations et pour les douleurs musculaires que j'avais accumulées. Donc j'avais des inflammations un petit peu partout. Mhm. Et j'avais lu que le régime cétogène pouvait aider à supprimer les inflammations. Et c'est pour ça que j'ai opté pour le programme cétogène. C'était simplement pour ça. Mais j'en ai retiré tellement de bénéfices que je ne l'ai plus jamais quitté. Et donc, depuis maintenant 2 ans et demi à peu près, j'ai une alimentation cétogène et j'ai regagné le championnat de Belgique au mois d'octobre 2025, mais là complètement cétogène. Félicitations. Donc c'était ma première expérience où je faisais une sèche, comme on dit en musculation, hein, une sèche et un concours de musculation en cétogène. Il y a très peu de gens évidemment qui font le cétogène dans la musculation. Donc voilà un petit peu mon histoire sportive. Excellent, c'est super. Déjà là, ça me soulève plusieurs questions. Rapidement, est-ce que tu peux me dire c'est quoi les désavantages de prendre des anabolisants? C'est pas quelque chose que j'ai déjà parlé sur ma chaîne et c'est pas quelque chose que je connais moi-même, n'ayant Oui, tout jamais à exploré fait. le sujet. Bah écoute, quand tu prends des anabolisants, tu prends des hormones exogènes qui viennent agir sur ton corps. Et étant donné que tu amènes des hormones exogènes, bah, ton corps diminue sa production endogène, sa production propre, et Mhm, même peut l'arrêter. Et donc, il y a des problèmes, c'est-à-dire que quand tu restes sous anabolisant pendant 2, 3 mois, par exemple, eh bien, et que tu veux relancer ta production endogène de testostérone, eh bien, c'est quelquefois difficile. Donc, il y en a chez qui la reprise est compliquée. Et elle doit être restimulée à l'aide d'autres produits. Et, ou bien ça redémarre de manière totalement naturelle, mais progressivement. Donc, l'inconvénient des anabolisants, c'est que quand on arrête, on est un sous-homme, hein. On est un sous-homme mhm. étant donné que notre testo est basse, on n'amène plus de testo extérieur, et donc on ne se sent pas très bien. On n'a plus envie de s'entraîner, on n'a plus envie de manger, la libido diminue, et donc en plus d'agir sur certaines autres parties du corps, donc ça peut agir sur le système cardiovasculaire et avoir d'autres problèmes aussi. Donc c'est pas très sain pour la santé. Maintenant, pratiquer sur de courtes périodes et sous contrôle médical, ça peut encore se comprendre. Enfin, disons que c'est la seule manière de faire pour essayer de garder sa santé. Mais autrement, je déconseille la prise d'anabolisants à tout le monde. Excellent. Et je pense que ça résume bien. Et tu m'as dit aussi que tu pouvais tout perdre en dedans de 6 semaines. Ça me surprend un peu comme révélation. C'est extrêmement rapide. Est-ce que tu peux me chiffrer un peu ça, me donner un exemple? C'est combien de livres ou de kilogrammes de muscles que tu perds en dedans de 6 semaines quand tu as fait cette perte-là? Écoute, c'est on ne perd pas tellement quand l'alimentation est contrôlée. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand tu arrêtes de la testostérone exogène, par exemple, hein, un Mhm, anabolisant, euh, tu as moins d'appétit, tu as moins envie de t'entraîner, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que c'est le plus dur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de garder une alimentation équilibrée et suffisante pour garder ta masse musculaire. Donc, si tu fais attention à ça et que pendant le temps que tu te laisses pour faire remonter ton taux de testostérone endogène, ton alimentation est contrôlée et tu vas toujours t'entraîner, tu ne perds pas tellement. Tu perds par exemple 2 kilos sur 6 kilos gagnés. Tu vois, c'est à mhm. peu près Mais il y en a qui perdent tout, parce qu'il y en a qui se découragent, il y en a qui n'ont plus envie d'aller à l'entraînement, qui n'ont plus envie de manger, ils relâchent tout et puis ils repèrent tout. Donc, c'est, c'est un peu compliqué après une prise d'anabolisant. Ouais, je comprends. Ça m'est déjà arrivé aussi de pas être motivé et de pas m'entraîner pendant bien plus que 6 semaines, mais j'avais pas des résultats aussi dramatiques que ça au niveau de la perte musculaire. Euh, Est-ce que tu considères que le régime cétogène
te donne un avantage par rapport à tes concurrents et si oui, quel avantage que ça te donne? Oui, j'ai senti une grosse différence à l'entraînement et, euh, et dans les processus, que ce soit prise de masse ou sèche préparation pour un concours, j'y ai vu de nombreux avantages. Euh, le premier, par exemple, c'est d'avoir les muscles pleins. Quand j'ai commencé le programme cétogène, j'ai senti mes muscles qui se remplissaient. On dit toujours qu'en cétogène, on n'a pas de glycogène. Moi, je peux confirmer que c'est pas du tout vrai. En fait, le muscle peut être gorgé de glycogène en cétogène et on a une bonne congestion à l'entraînement aussi. C'est-à-dire que le muscle gonfle à l'entraînement. Donc, il ne serait pas gonflé s'il n'y avait pas de glycogène dans le muscle ou dans le foie. Mhm, C'est pas possible. Donc, une bonne congestion, des bonnes sensations, une régularité dans l'énergie. Ça, c'est très important. Avant, quand je mangeais des hydrates de carbone, le matin, j'étais pas en forme. Je déjeunais, j'étais pas en forme avant d'avoir au moins avalé 2 repas. Et donc, entre le matin et le soir, j'avais une différence de rendement de 30 ou 40%. Donc, OK. ouais, c'était fort marqué, hein. Et, Effectivement. et tandis que maintenant, je peux aller m'entraîner à jeun le matin, je peux m'entraîner à midi, je peux m'entraîner le soir. L'énergie est la même en cétogène. Je n'ai pas de baisse, je n'ai pas de pic, je n'ai pas, c'est constant. C'est super intéressant. On n'est plus dépendant des pics d'insuline ou de glycémie dans l'organisme. Tu vois, ça, c'est vraiment un gros avantage. Un autre avantage, c'est que je suis arrivé à sécher sans perte de masse musculaire. Donc, j'ai perdu mon gras sans perte de masse maigre. Ce qui est Mhm. très difficile à faire en mangeant des hydrates de carbone. C'est pas la même chose. Probablement parce que le corps a toujours du gras à sa disposition sur le corps et donc il n'a pas besoin de transformer les protéines en énergie. Tu vois, donc je suppose que c'est dû à ça. Et d'autres avantages aussi, c'est la force qui augmente. Je suis depuis 2 ans en train d'augmenter mes performances sans arrêt. Donc j'ai Mhm. 65 ans, j'ai commencé le cétogène il y a 2 ans et demi et mes performances augmentent sans arrêt. C'est presque miraculeux. C'est presque miraculeux parce qu'à mon âge, on devrait être sur le déclin. Et c'est le En contraire qui se effet. passe. C'est le- En effet. oui, c'est le contraire qui se passe. Et c'est la même chose dans la santé. Donc, depuis 2 ans et demi, 3 ans, je n'ai plus aucune maladie. J'ai plus rien. Plus rien. Et je suis résistant, j'ai moins froid. Euh, mais pour en finir avec l'entraînement, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, j'ai l'impression que quand je suis avec des gens qui mangent des hydrates de carbone, j'ai l'impression d'avoir affaire à des handicapés. Je m'explique, hein. En fait, je les vois, ils sont complètement dépendants de leur alimentation, ils doivent manger toutes les 3 heures, ils ont tout le temps faim. Ils ont tout le temps faim, ils sont esclaves de leur alimentation. Et ils doivent manger, tout est prévu, il y a 5, 6 plats par jour, etc. Moi, en cétogène, je mange 2 fois ou 3 fois par jour. Et si je mange 1 heure ou 2 plus tard que prévu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que je n'ai plus ce, ce, cet estomac qui tire quand on doit manger, quand on n'a plus assez d'hydrates de carbone dans le corps, etc. Donc, en fait, tu sais ce que c'est, hein, en cétogène. Mhm. La faim est réduite. Donc, c'est un gros avantage aussi, c'est qu'on n'a plus ces grosses faims qui vous prennent et qui font que si on ne mange pas tout de suite, on devient de mauvaise humeur, par exemple. Tu vois. Donc, Effectivement, c'est voilà les avantages. très simple. Ouais. Mm. Donc voilà les avantages principaux que j'ai détectés. Donc en fait, c'est la perte de la diminution des inflammations, hein, donc la raison pour laquelle j'ai commencé le cétogène, ça c'est important. La force, la régularité dans l'énergie, sécher sans perte de masse musculaire, et aussi
Parce que depuis que j'ai fait ma compétition, j'ai refait une prise de masse, mais je reprends du muscle sans prendre de graisse. Hmm. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je n'avais jamais séché, je n'avais jamais fait une prise de masse euh, avant les 6 derniers mois. Et OK. j'ai repris maintenant 5, 6 kilos sans pratiquement prendre de gras, quoi. Je veux dire, c'est complètement différent. Quand tu manges des hydrates, tu t'engraisses, tu prends de la flotte, euh, ça change complètement l'apparence. Tandis qu'en cétogène, on reste vraiment propre, on reste bien, quoi. C'est vraiment une grosse différence. Pour ceux qui sont pas familiers au culturisme, souvent, dans le fond, c'est qu'on fonctionne par cycle. Euh, Oui. on va prendre de la masse, puis dans un régime standard, les gens vont être en surplus calorique, ils vont manger plus que nécessaire parce qu'on juge qu'il faut avoir plus de calories pour réussir à gagner du muscle. Donc, les gens vont prendre de la graisse en même temps que de gagner du muscle. Et le rendu à un certain point, ben là, ils vont changer leur alimentation, embarquer dans un autre cycle, période de sèche comme tu parles, pour perdre de la graisse, arriver à un taux de graisse très très bas pour faire ressortir les muscles, faire ressortir les veines, etc. Donc la période de sèche. Donc c'est comme deux cycles qui s'alternent continuellement. Est-ce que tu pourrais me parler justement de comment tu faisais ta période de sèche avant et comment tu la fais maintenant en cétogène? Oui. Tu parles de la description de l'alimentation? Ouais, ouais, au niveau alimentaire, comment tu le faisais avant, puis là, comment ça se fait maintenant? Bah, écoute, avant, quand je mangeais 60% d'hydrates de carbone, je mangeais par exemple des flocons d'avoine le matin avec de la whey, une protéine whey, Mhm. euh, avec une banane. Voilà, maintenant, la différence, c'est que je mange 5 œufs avec une tranche de lard. Une tranche de lard et je me fais un café avec un café gras, par exemple, Mhm. avec de la graisse de coco. Voilà la différence de petit déjeuner. Donc, en fait, maintenant, je mange 3 fois par jour, mais je pourrais me contenter de 2 fois aussi. Avant, je mangeais 5 fois par jour. OK. Je mangeais le matin, je mangeais à 10 heures du matin, je mangeais à midi, je mangeais à 15 heures, je mangeais à 19 heures. Maintenant, bah, je mange le matin, c'est variable. Ça peut être à 8 heures, 9 heures, 10 heures. Je mange vers entre 13 heures et 15 heures. Et puis je remange le soir vers 19 heures. Et donc des repas cétogènes. Euh, le matin, je l'ai décrit, donc des œufs, du lard et par exemple de la graisse de coco, un café gras. Le Mhm. midi, c'est 150 grammes de viande ou de poisson avec 50 grammes de graisse de bœuf, par exemple, et un peu de légumes. Donc, je mange encore des légumes, mais je mange plutôt les légumes comme garniture. C'est-à-dire que je ne me gave pas de légumes, je m'en sers surtout comme je vais dire, pour faire un peu de volume dans mon assiette. OK. Puis, dans le Voilà. fond, avant, avec un régime standard, quand tu arrivais dans la période de sèche, souvent, je pense que les culturistes ont tendance à couper le sucre, couper le gras, manger des repas qui sont très protéinés ou, ou c'est comment que tu fonctionnais avant, là, tu sais, Oui. je veux comme rentrer assez précisément pour les gens que ça intéresse de faire ça, là. Oui. Non, moi, si tu veux, ça fait 35 ans que je fais du coaching, hein, donc je suis les gens aussi. Je suis les gens et je me suis moi-même. Je suis les compétiteurs, je les prépare pour les compétitions, que ce soit bodybuilding, ça peut être aussi du triathlon ou d'autres sports. Mhm. Et en fait, moi, je ne diminue jamais la proportion d'hydrates de carbone pendant les programmes alimentaires de sèche. C'est-à-dire que je OK. diminue l'ensemble, pardon, je diminue l'ensemble, mais je garde à peu près 60% d'hydrates, enfin, je gardais 60% d'hydrates, Mhm. 20 à 25% de graisse et 15 de protéines, pardon, et 15% de graisse dans l'alimentation. Et j'essaie de garder ces proportions-là tout en diminuant le taux calorique, le volume calorique de la personne.
OK. Donc, c'était vraiment juste sur les calories qu'on changeait. Puis là, maintenant, C'est ça. en cétogène, quand tu fais ta période de sèche versus quand tu es plutôt en prise de muscle, est-ce Oui. que c'est encore la même chose? On reste juste cétogène, mais moins de calories, ou tu changes ta proportion gras-protéines à quelque part? Non, j'ai une proportion d'à peu près 75 à 80% de lipides dans mon alimentation. J'ai Mhm. 20%, plus de 20% de protéines et jusque 5% en hydrates de carbone. OK. Avec les légumes, enfin bref, les quelques hydrates qu'il y a dans ce que je mange, hein. Mhm. Voilà, je garde ces proportions-là tout du long. Donc je joue aussi OK. sur le niveau calorique, mais je garde les proportions. OK. OK, OK. Fait que c'est vraiment juste, on mange un peu moins en période de sèche. OK, c'est bien. Je pense, Ouais. je comprends bien. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Euh, ensuite, comment ça, ben, tu m'en as parlé un peu au niveau de la musculation. Comment ça se passe avant et après euh, ton arrivée dans le régime cétogène? Moi, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si tu peux confirmer ou infirmer, euh, normalement, avant, je travaillais un groupe de muscles et puis le lendemain, ben, j'allais être raqué, j'allais avoir des douleurs. Je ne retravaillais pas le même groupe de muscles. Maintenant, en étant carnivore, je récupère beaucoup plus vite. Puis, si je veux, je peux travailler le même groupe de muscles 3 jours d'affilée. Puis, je vais avoir des performances similaires ces 3 jours-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué ou est-ce que tu vois d'autres différences? Oui, en cétogène, oui, on n'a pas parlé de ça tantôt. Non, je voulais te parler des avantages Oui. du cétogène, mais la récupération est bien meilleure, bien meilleure. C'est-à-dire que on peut, non seulement on a de l'énergie pendant l'exercice, mais on récupère plus vite. C'est-à-dire qu'on a moins de courbatures les jours qui suivent et le muscle récupère plus vite. Et je Mhm. dis toujours à mon fils, parce que je m'entraîne avec mon fils qui est naturel aussi, et je lui dis toujours, depuis que je suis en cétogène, j'ai l'impression de prendre des anabolisants. Donc, les avantages sont tellement importants que j'ai l'impression d'être dopé. Je OK. prends de la masse musculaire à 65 ans, alors que je ne fais pas de TRT, de testostérone replacement thérapie, hein, comme tu connais probablement. Donc, Mhm. je suis totalement naturel. Ma testostérone n'a jamais été aussi haute. Elle est plus haute qu'à l'âge de 30 ans, d'après les derniers tests que j'ai Wow. faits. J'ai été envoyé quelques analyses, je ne sais pas si tu as regardé. Oui, j'ai Mais, regardé, mais j'avais pas vu la testostérone par contre. oui. Bah, en fait, elle est hors norme. Elle est sortie des limites normales. Alors que je ne fais rien de spécial, quoi. Je ne fais que manger cétogène. Mhm. Donc, à 65 ans, j'ai une testostérone qui est plus haute qui est plus haute que celle que j'avais à 30 ans. Donc, c'est vraiment important. Euh, les progrès sont plus rapides. Comme je t'ai dit, je monte dans mes séries, je prends plus lourd, je construis de la masse musculaire et c'est pratiquement, c'est incroyable. C'est incroyable parce que j'ai envie de convertir tout le monde. J'ai tellement de bénéfices que j'ai envie de transmettre ça à tout le monde autour de moi, hein. Je J'essaye, connais mais cette les gens sont... sensation-là. Oui, 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 oui. Donc, oui, oui, à l'entraînement, ça va très, très bien, quoi. C'est un plaisir d'aller s'entraîner. Ouais. Excellent. Alors, Puis, c'est quoi la place du sucre dans ton entraînement? Parce qu'il y a quand même pas mal de gens cétogènes, carnivores, que ce que je vois, c'est que oui, ils sont capables de s'entraîner en étant sans sucre du tout, mais il y en a plusieurs que avant un entraînement, ils vont quand même rajouter une petite dose de sucre via du miel ou encore du dextrose ou du sirop d'érable, n'importe quoi, juste pour avoir un petit coup de pouce d'énergie de plus. De ce que je comprends, je pense pas que c'est quelque chose que tu fais. non. Je me suis beaucoup intéressé à ça aussi.
Parce que je me suis beaucoup renseigné, hein, comme tu comprends, ça fait 2 ans et demi que je suis en cétogène. Je regarde d'autres youtubeurs comme Ulrich Génisson, enfin et d'autres. Mhm. Et donc, je me suis beaucoup documenté. Et effectivement, en tant que sportif, on pourrait apporter un petit peu d'hydrate autour de l'entraînement, hein, un peu de sucre, un peu de maltodextrine, des choses comme ça. Mais je n'ai pas encore essayé. Je n'ai pas encore essayé et je ne crois pas que ça soit nécessaire. Alors, pourquoi je dis ça? Ben, parce que je n'ai pas de chute d'énergie. Je n'ai pas de chute d'énergie. Je me sens fort. Je n'ai pas de diminution dans l'intensité de l'entraînement. Je me sens fort jusqu'à la fin. Je fais 1 heure de cardio après mon entraînement. Je ne suis pas fatigué. Je suis pas fatigué. Je récupère bien. Donc, jusqu'à présent, je n'ai eu aucune raison d'ajouter des hydrates de carbone autour de l'entraînement. Mais je pense que dans les sports d'endurance, comme dans les ultra-trails ou les marathons, des choses comme ça, je pense que ça peut être utile, hein, mais je n'en ai pas l'expérience. J'ai lu beaucoup de Ah, choses là-dessus et voilà, ça peut apporter, si tu veux, apparemment, la théorie veut que le sucre apporté à ce moment-là, par exemple, 40 grammes d'hydrate de carbone pendant l'entraînement, serait tout de suite utilisé sous forme d'énergie et n'influencerait pas la cétose, hein, puisque consommé immédiatement, tu vois. oui, Mais oui, oui. je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Ah, ben, j'ai plusieurs fois voulu faire une vidéo sur le sujet parce que moi, je l'ai expérimenté. Euh, mais au niveau des résultats, je dirais, c'est très variable, très peu concluant chez moi. Parce qu'il y a des fois que oui, je sens que peut-être ça l'aide, que j'ai une petite coche de plus de performance. Mais j'ai l'impression que quand je le fais, le lendemain, mes performances vont être moins bonnes que la veille. Versus si j'ai rien pris, le lendemain, je peux refaire exactement les mêmes exercices, puis afficher un niveau de performance similaire, ou Mm. même des fois plus élevé. Euh, donc, j'ai l'impression que des fois, sur le coup, ça peut m'aider, mais ça me nuit sur quelques jours. Puis encore là, pas toujours pareil d'une fois à l'autre. Puis aussi, c'est qu'avec moi, du sucre, que ce soit du miel ou du dextrose, c'est un terrain glissant. J'ai tendance à être addictif puis à vouloir en prendre plus. Donc, des fois, dans tous mes tests, quand je l'ai fait, ça peut m'avoir amené après ça à glisser puis à tricher sur mon régime puis à être inconstant. Puis là, quand je me mets à tricher puis à manger plus de sucre, je suis aussi moins motivé dans mon entraînement. Donc, j'ai pas réussi vraiment à, tu sais, avoir des résultats précis puis concluants dans mon cas parce que ça m'amène trop d'inconstance. Donc, ça, c'est pas mal mon point de vue sur la chose. Mais je pense que certaines personnes qui réussissent à le faire très contrôlé, j'aurais plus tendance à penser que c'est utile pour les gens qui font une activité physique explosive plutôt que des marathons. Peut-être que tu pourrais m'expliquer un peu pourquoi toi tu penses que c'est plus utile pour des sports d'endurance que des sports d'explosion. Bah, écoute, je me suis renseigné et tout, mais en général, on utilise cette méthode d'ajout d'hydrate de carbone que après 2 heures d'entraînement. Parce Mhm. que dans les 2 premières heures, les corps cétoniques sont largement suffisants pour subvenir aux besoins pendant 2 heures d'activité intensive. Et Mhm. donc, souvent, c'est après qu'il peut y avoir une baisse d'intensité. Et là, ça peut peut-être apporter un boost supplémentaire de prendre des hydrates de carbone. On recommande entre 20 et 40 grammes de l'heure par exemple, pour un cycliste, pour un marathonien, pour un triathlète. Mais en musculation, moi, je n'en ressens absolument pas le besoin.
parce que je me sens jamais épuisé, je me sens jamais à bout de ressources, et donc ça voudrait dire qu'il y a assez d'énergie en circulation. Donc maintenant, comme toi tu le dis, tu as déjà essayé et tu sens peut-être que le lendemain ça ne va pas de la même façon. Est-ce que ça ne casserait pas la cétose dans ton cas? Parce que est-ce que le régime cétogène ne t'apporterait pas suffisamment d'énergie et donc à partir du moment où tu apportes des sucres ou des hydrates de carbone, quand tu as suffisamment de corps cétonique à ta disposition, peut-être que tu casses la cétose à ce moment-là, tu vois, et que le lendemain Euh, ça va moins bien. c'est possible. Ça c'est dit, quand je l'ai essayé, je me rendais pas jusqu'à 40 grammes. Je visais plutôt entre 5 et 15 grammes Ah oui, de c'était beaucoup moins. glucose. Donc, quand même, mais j'aurais tendance à penser que ça casse pas la cétose parce que, mais moi, c'était pas après 2 heures d'entraînement. C'était Oui, juste avant l'entraînement et je fais la musculation tout de suite. Donc, théoriquement, les muscles l'utilisent tout de suite. Donc, j'estime que je ne sortais pas de cétose, mais oui, je ne l'ai pas mesuré non plus. Je suis quelqu'un qui préfère y aller au ressenti, comment qu'on se sent. Puis, sur le comment qu'on se sent le lendemain, euh, je sentais pas que j'avais les mêmes performances, la même énergie. Hum, oui. ensuite, est-ce que c'est quelque chose que tu peux m'expliquer? Je l'ai déjà abordé un peu dans mes vidéos, puis tu l'as déjà abordé un peu. Est-ce qu'on a besoin de sucre pour gagner du muscle? Et comment t'expliques qu'on peut gagner du muscle en étant cétogène? Oui. Euh, on peut gagner du muscle, c'est certain, puisque moi je l'ai fait, donc je l'ai testé personnellement, et donc faire de la masse musculaire uniquement en cétogène, c'est tout à fait possible. Et pour moi personnellement, c'est même plus facile. Mhm. Ça va plus vite qu'avec des programmes alimentaires traditionnels où on mange des hydrates de carbone. Et c'est peut-être aussi dû à moi, ma personne. Je suis peut-être particulier parce que j'ai fait des allergies au gluten, j'ai diminué les hydrates dans le passé pour me rendre compte qu'en les supprimant totalement, j'allais encore mieux et que mon système digestif se portait encore mieux. Donc je pense que en passant au cétogène, moi j'ai restauré mon microbiote intestinal et mes intestins et ça a pu rendre l'ensemble plus efficace. C'est-à-dire que j'ai maintenant plus facile de construire de la masse musculaire qu'avant, mais je crois que c'est dû aussi à la restauration de mes intestins. OK. Tu vois, ça, c'est, maintenant, sincèrement, c'est très efficace de faire de la masse musculaire en cétogène. Mais les gens ont peur de passer au cétogène parce qu'on leur a bourré dans le crâne qu'il fallait absolument manger des hydrates de carbone et des sucres pour progresser en musculation. Et c'est totalement faux. Hein, c'est totalement faux. Ça marche super bien en cétogène, quoi. Mm. Euh, Effectivement, effectivement, j'abonde dans le même sens. je, ne Euh, je ne sais pas je sais pas si j'ai répondu totalement à ta question. ben oui, dans le fond, euh, la question, c'est est-ce qu'on a besoin de sucre pour gagner du muscle? Tu as bien répondu, on le fait en cétogène. Dans ton cas, tu vises une très, très petite quantité de muscle. C'est sûr, je pense qu'on a la perception qu'il faut être en surplus calorique pour gagner du muscle. Ça Mhm. revient énormément Oui, souvent. Je oui, pense que c'est plus facile d'être en surplus calorique quand on mange des glucides. Donc, ça proviendrait peut-être de là qu'on a besoin de glucides pour gagner du muscle. Euh, alors que je ne crois pas qu'on a nécessairement besoin d'être en surplus calorique. Je pense surtout qu'on a besoin de donner à notre corps ce qu'il a réellement besoin pour se construire, donc des protéines plus de l'énergie en général. Puis quand on vient mêler du sucre là-dedans,
Ben, le corps est juste moins efficace parce que là, il y a le sucre. Il faut qu'il consomme le sucre avant d'utiliser le gras. Il va utiliser le gras en partie, mais pas de la façon aussi efficace. Puis si on consomme assez de sucre pour avoir assez d'énergie, ben, ça enlève de la place aux protéines qui sont importantes pour gagner du muscle. Oui, je Sinon, tu crois. l'as abordé un peu, tu as parlé en pourcentage de protéines, de gras, mais si on y va, mettons, en grammes de protéines, les gens aiment ça, connaître un objectif de combien de protéines par kilogramme de poids corporel. Oui. Toi, est-ce que tu as un objectif comme ça? Oui, ça varie entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps. OK. Voilà, c'est plutôt 2 grammes en sèche parce que justement, je mets un tout petit peu, un peu plus de protéines en sèche pour être Mhm. sûr de ne pas perdre de muscle. Et par contre, en d'autres périodes, c'est à peu près 1,5 gramme par kilo de poids de corps. OK. Voilà. Et tout ça, c'est suite. J'ai essayé, je suis descendu jusqu'à 1,2 gramme par kilo de poids de corps. Ça marche aussi, ça Mhm. fonctionne bien aussi. Donc finalement, je pense qu'on n'a pas besoin de d'autant de protéines qu'on ne le croit, ou Mhm. qu'on ne le dit en tout cas sur les réseaux sociaux et ailleurs. Euh, je pense que avec un peu plus d'1 gramme par kilo de poids de corps, le corps se débrouille bien, et je crois qu'on peut aller jusque 2 grammes. Mhm. Tu vois, ça c'est voilà, ça c'est dans les protéines, hein. OK. Maintenant, dans le gras, moi je suis toujours aux alentours de 75%. Je parle en pourcentage parce qu'évidemment, moi je calcule mon alimentation. Hein, c'est, j'ai des programmes à suivre alimentaires, aussi bien en sèche qu'en prise de masse. Parce que en cétogène, c'est exactement la même chose qu'avec un autre programme alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut être en surplus calorique pour faire de la masse musculaire et il faut être en déficit calorique pour perdre du gras. Mhm. Ça, tout le monde n'est pas d'accord en cétogène, ça je le sais bien. Hein, il y en a Ouais. qui préconisent de ne pas. Je crois que toi, tu préconises de ne pas peser, de ne pas mesurer ce qu'on mange, etc. Ben, c'est sûr que non plus. Moi, j'ai plus une approche de Santé. je veux que les gens adoptent ça comme un style de vie naturel Oui, pour bien vivre, être en santé. C'est pas nécessairement dans un but culturisme ou faire de la compétition comme ça. Là. Je comprends que quand tu arrives dans le culturisme, de mesurer, c'est un peu plus pointillé. Mais dans la vie de tous les jours, pour quelqu'un qui ne vise pas à faire de la compétition, oui. je pense que les gens doivent réussir à s'alimenter sans avoir besoin de peser tout ce qu'on mange, comme un animal sauvage le ferait dans la nature. Je suis Puis tout à fait ça, d'accord avec toi. c'est ça. Oui, je suis tout à fait Puis, d'accord avec toi. C'est parce que nous ouais. autres, on doit avoir une progression qui est bien, qui est mesurable. Tu vois, on doit scaler notre sèche ou notre prise de masse. Et donc, Mhm, le suivi est très précis. Donc, nous, on a besoin de ça. Mais c'est sûr que pour une personne qui ne fait pas de sport, de compétition, eh bien, on peut manger à sa faim et sans trop se soucier. Un jour, on mangera un peu moins, un jour un peu plus. Mais en cétogène, ça fera pas beaucoup la différence. Ça veut dire que on sera toujours en forme. Hein, mhm, puisque comme je te l'ai dit, en sèche, je suis plein d'énergie et en masse aussi. Donc, si on prend une personne lambda qui ne fait pas de sport de compétition, si un jour elle mange moins, un jour elle mange un peu plus, elle va pas ressentir vraiment la différence et la faim ne sera pas très différente d'un jour à l'autre. Donc, c'est sûr que pour une personne lambda, peser son alimentation n'est pas très importante, hein. mhm. Ouais, ben, tu sais, l'objectif, au final, c'est d'avoir un style de vie, puis d'être heureux, d'être bien là-dedans. Euh, pour quelqu'un que c'est pas son métier, la compétition, quoi que ce soit, pour moi, je peux comprendre que de peser son alimentation, ça peut aider à communiquer, comparer quand on a un problème pour réussir à résoudre quelque chose qui ne va pas.
mais sur le long terme, ça devient juste lourd et complexe pour rien. Euh, je trouve ça intéressant parce que tu me dis quand tu es en période de sèche, donc pour perdre de la graisse, tu vas couper un peu plus sur le gras, augmenter ton ratio de protéines, alors qu'il y a beaucoup de gens, au contraire, qui vont préconiser l'inverse pour perdre du gras, d'augmenter la graisse, de diminuer les protéines. Toi, est-ce que tu as une explication pour ça? Euh, Maintenant, quand je te dis qu'en sèche, je prends à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps, oui, mais je ne diminue pas nécessairement le gras. C'est-à-dire que j'augmente un petit peu les protéines pour être sûr d'en avoir Ah, assez, OK. tu vois, mais je ne diminue pas le gras, pas du tout, hein. Donc, je reste toujours au moins aux alentours de 75% de gras dans l'alimentation, tu vois. OK, Donc, mais je pensais tantôt que tu diminuais globalement tes calories en sèche. Mais si tu augmentes tes oui, protéines sans diminuer le gras, il me semble qu'il y a oui, c'est un juste. calcul mathématique qui me manque à quelque part. Et c'est juste, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Ça veut dire que finalement, oui, en diminuant les calories, la proportion protéines augmente légèrement par rapport aux graisses. Oui, tu as OK, raison. OK, OK. Tu as Euh, raison. Ouais. Ça, pour ceux qui sont curieux, moi, je l'ai jamais précisé ma position là-dessus parce que c'est un sujet assez controversé. Puis je Oui. pense que tout le monde a raison, en fait, parce que je pense qu'on peut perdre du poids en augmentant son ratio protéines versus gras, comme on peut aussi perdre du poids en augmentant son ratio gras versus protéines. Parce que d'un côté, oui, en mangeant plus de gras, moins de protéines, on va atteindre une cétose plus profonde. Ça peut aider à perdre du poids. L'inconvénient, c'est que dans certains cas, ça peut peut-être nuire au niveau de gagner ou maintenir les muscles. Inversement, quand on augmente les protéines, on diminue le gras. Les gens se disent, ah oui, mais on va sortir de cétose, les protéines vont être converties en sucre. Oui, mais utiliser les protéines comme source d'énergie, c'est beaucoup moins efficace pour le corps. Donc, à quelque part, le corps doit se tourner vers l'utilisation du gras comme source d'énergie. Donc, moi, ce que je vois, c'est que les deux fonctionnent. Il y a certaines personnes qui vont préférer une façon de faire qu'une autre. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose que tu vois? Oui, oui. Donc, si tu veux, dans mon entourage, je suis à peu près 4 personnes qui suivent un programme cétogène et qui font aussi de la musculation. Donc, des Mhm, gens que j'ai réussi, pas à convaincre, hein, mais en leur parlant, ils ont décidé d'opter vers le programme cétogène et je les suis. Et il y a c'est différent d'une personne à l'autre. Il y en a un qui est même au-dessus de 2 grammes par kilo de poids de corps. Il y en a un qui est à 1,5 g par kilo de poids de corps. Et ça fonctionne. Ça fonctionne dans les deux cas. Et moi, je pense aussi que quand on prend un bodybuilder, c'est un peu particulier parce que c'est un sport qui requiert un petit peu plus de protéines qu'un autre sport ou qu'une personne qui fait simplement, qui va marcher ou qui va rouler un petit peu en vélo, des choses comme ça. mhm. C'est-à-dire que c'est un sport particulier qui augmente un petit peu le besoin en protéines, hein. Donc, c'est difficile de prendre un bodybuilder comme référence dans un programme cétogène. Je pense que là, c'est un peu particulier. Je crois que nous autres, on peut supporter un peu plus de protéines par kilo de poids de corps qu'une personne qui fait un sport simplement pour son plaisir, quoi. Parce que on va loin dans l'intensité, il y a des cellules musculaires qui sont brisées, il y a les réparations qui doivent s'opérer dans l'organisme. Quand tu es en prise de masse, il y a la création de muscles qui doit se produire. Donc tout ça fait que nos besoins en protéines sont peut-être un peu augmentés par rapport à la moyenne de la population, tu vois. Mais dans tous les Mhm. cas, ça fonctionne. Donc je n'ai jamais dû, par exemple, diminuer un taux de protéines pour retourner en cétose. Donc, ou le contraire, le fait d'avoir 2 grammes
de protéines par kilo de poids de corps n'a jamais fait quitter quelqu'un de la cétose. Voilà. Parce que j'ai lu qu'on pouvait des fois devoir diminuer ses protéines parce qu'elles sont converties en sucre et que ça en sortait de cétose à cause d'un taux de protéines trop élevé. Mais moi, ça ne s'est jamais produit, en tout cas en musculation, en bodybuilding. Mhm. Ouais, Je ben crois que ça fait j'irais, une j'irais, différence. j'aborde dans le même sens, j'irais un peu plus loin aussi. Je pense que même, même sans faire du culturisme, dépendamment juste de base la quantité de muscles que la personne va avoir, quelqu'un qui est très grand, très musclé naturellement, un homme, une femme, tout ça aussi, la quantité de muscles qu'on a, ça peut aussi affecter la quantité de protéines qu'on peut avoir besoin aussi, indépendamment de qu'est-ce qu'on fait comme activité physique. Donc, tout Oui, ça, c'est toujours un peu à personnaliser selon le contexte de la personne. oui, tout à fait. Euh, À une certaine époque, c'était la mode chez les culturismes de consommer des produits laitiers parce que ben, c'est des protéines, il y a un peu de sucre là-dedans, il y a des hormones anabolisantes, toutes sortes de choses dans le produit laitier. Est-ce que tu consommes des produits laitiers? Non. Non, je ne consomme pas de produits laitiers et ça depuis longtemps, sauf occasionnellement. Si j'ai par exemple un ami qui fait un repas fromage, ben je mange le fromage, mais c'est vraiment occasionnel. C'est-à-dire que je ne digère pas bien les produits laitiers. Les produits laitiers, pour moi, ça me fait gonfler le ventre. Je ne le digère pas bien. J'ai le cœur qui s'emballe quand j'ai pris des produits laitiers. Donc, si mon cœur OK. bat plus vite, ça veut dire que ben, il a des difficultés à l'absorber, à le digérer. Et donc, j'ai banni les produits laitiers de mon alimentation depuis au moins 15 ans. OK, OK, quand même. Je repose la question. Disons que tu tolérerais correctement les produits laitiers. Oui, Au niveau nutritionnel, toi, est-ce que oui. si tu étais correct, est-ce que tu en prendrais ou justement, au contraire, tu trouves que ça n'a juste pas sa place dans l'alimentation cétogène? Euh, c'est un peu compliqué de répondre de manière sûre Ah parce oui, que finalement, les produits laitiers, c'est un produit transformé. Hein, ce sont des ouais. produits transformés. Tu prends les fromages, ne parlons pas du lait en boîte, etc., qui a subi toutes sortes de transformations et bon, qui ne contient plus grand-chose. Euh, donc, les produits laitiers actuellement, si tu vas à la source dans la ferme, peut-être, mais comme ils ont été transformés par l'industrie, non. Je pense que ça fait vraiment des parties des produits transformés qui sont, euh, qui sont à bannir de l'alimentation en Mhm. général et à manger occasionnellement. Voilà, ça Excellent. c'est c'est mon avis. Maintenant, j'en connais qui carburent aux produits laitiers, qui les digèrent bien et qui n'ont pas de problème. Hein. Donc, ils n'ont pas de problème, tout se passe bien. Voilà, je crois que c'est un peu individuel. Je crois qu'on n'est pas tous armés de la même façon pour digérer les produits laitiers, et particulièrement ceux qui sont transformés. Je Mhm. pense que du lait de vache à la ferme est plus digeste que du lait UHT en brique. Tu vois, voilà. Maintenant, concernant, c'est vrai, les hormones qui se retrouvent dans le lait, c'est quand même un aliment qui est fait pour nourrir un petit qui s'appelle le veau et qui doit prendre 200 kilos en un an. Donc, c'est sûr qu'il y a des facteurs de croissance dans le lait, etc. Et je pense aussi que ça participe à l'obésité générale de la population. Ça veut dire que la plupart enfin pas la plupart, toutes les races animales sur Terre, une fois qu'elles sont sevrées, ne boivent plus jamais de lait dans leur vie. L'être humain est le seul à le faire. Mhm. L'être humain est le seul à boire du lait après avoir été sevré. Et le lait d'une autre race, de plus. Hein. Donc, moi, ça me semble pas très logique tout ça. Ça me semble pas très logique. Le lait, c'est un aliment qui est prévu pour le bébé et seulement le lait de la maman qui contient tout ce qu'il faut.
hein, puisque la nature l'a prévu comme ça. Maintenant, j'ai pu remarquer que beaucoup de bébés qui ne prennent plus le lait maternel et qui prennent du lait en boîte, par exemple, ont beaucoup de problèmes de reflux digestif et d'autres problèmes, parce que c'est du lait de vache finalement qu'on leur donne Mhm. dans les laits en poudre pour bébés. Et j'ai remarqué que ça cause beaucoup de problèmes. Et on n'en parle pas assez, je trouve. Je trouve que l'alimentation des enfants avec le lait en poudre qu'on peut trouver dans les pharmacies, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Et si ça en pose aux bébés, ça en pose aux adultes plus tard aussi, à mon avis. Oui, tout à fait d'accord. Si je peux me permettre un petit aparté, moi, ma conjointe, elle a allaité mes enfants pendant 2 ans et demi, presque 2 ans et demi pour ma fille. Puis, elle a été aussi marraine d'allaitement. Elle a aidé des femmes à allaiter. Puis, ce qu'elle a remarqué, puis ce que je trouve catastrophique, c'est que les femmes, puis je veux pas leur jeter la pierre parce que je pense pas que c'est de leur faute, là, je pense que c'est la société qui fait ça. Les Ouais. femmes, quand qui approchent l'allaitement, quand ils arrivent, sont proches d'avoir un enfant, elles se disent, je vais essayer d'allaiter plutôt que je vais allaiter. Et Tout à fait. puis, euh, elles, elles approchent ça déjà avec une mentalité de, ah ben, tu sais, si c'est facile puis que ça va bien, je vais le faire. Et la réalité, c'est que c'est pas facile d'avoir un bébé. C'est vraiment pas facile. Puis ça marche pas comme qu'on le prévoit, jamais, jamais. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des difficultés, que ce sera pas facile. Donc si tu es dans un mode je vais essayer, c'est sûr que dès qu'il y a des difficultés, ben la mère, mais le couple vont sauter au plan B, qui est les produits en boîte, malheureusement, qui ne sont pas aussi bons pour le bébé. Donc, je trouve ça très, très triste, notre mentalité moderne de je vais essayer plutôt que je vais le faire et persévérer. Ouais. Euh, je pense Oui. que ça, Mais, il y a une ignorance qu'on a collectivement envers les bienfaits de nourrir son bébé correctement. ouais. Mais en plus, nous n'avons pas les mêmes enzymes digestifs que le veau pour digérer le lait, parce que le lait de vache, il est particulier, il a besoin d'enzymes particuliers, et le lait de Oui. la maman, on a besoin d'autres enzymes. Donc, Mm. je pense que c'est dû, je pense que que les bébés ont des problèmes principalement de reflux à cause de ça, c'est-à-dire ils ne sont pas armés pour digérer le lait de vache et ils n'ont plus que ça à leur disposition, tu vois. Et je crois que Oui. ça cause beaucoup de problèmes. Et il y a aussi du lait, des enzymes dans le lait lui-même qui est transmis par la mère au bébé qui aide à la digestion. Et nous, ce qu'on donne collectivement, il n'y a pas ces enzymes-là parce que c'est du lait pasteurisé, transformé, réduit en poudre. Donc, il n'y a pas ces enzymes-là non plus. Donc, ça Oui, aide pas. Et tout ce qui est ratio, gras, protéines, sucre, il n'est pas le même que dans le tout lait à fait. maternel. Ouais, Donc, ouais, tout à fait. bon, c'était une petite aparté sur le lait, mais j'ai des vidéos qui s'en viennent sur le lait où est-ce que je vais relativiser un peu tout ça, là, mais je suis globalement quand même d'accord avec toi. Euh, Tu m'as dit que tu étais en cétogène, tu n'es pas en carnivore, ça veut dire que tu consommes des végétaux. De ce que je comprends, c'est plutôt Oui, pour l'agrément. Est-ce que tu oui. peux me parler, est-ce que dans les végétaux que tu consommes, est-ce que c'est juste le plaisir ou tu vois quand même un intérêt nutritionnel à ajouter ça à ton alimentation? Bah, écoute, l'intérêt nutritionnel, j'aurais difficile de t'en parler parce que les légumes qu'on a actuellement cultivés de manière intensive, etc., on ne connaît plus vraiment la, la proportion de vitamines et minéraux des légumes. Donc, Mhm, on sait tous les deux que dans de la viande dans de la viande bio élevée à l'herbe, il y a autant de vitamines et minéraux que dans beaucoup de légumes, et même des fois plus. mhm, Donc, je ne mange pas les légumes vraiment pour les minéraux et les vitamines. J'en mange surtout pour la garniture dans l'assiette.
et le plaisir d'ajouter un peu des légumes. Voilà. Donc j'aime les légumes, mais en petite quantité. Voilà. Donc c'est plus de la garniture. Voilà, sur Mhm. l'assiette. Je n'ai pas peur qu'il me manque quelque chose dans les vitamines et minéraux. D'ailleurs, depuis 2 ans et demi, j'ai fait plusieurs prises de sang et je n'ai pas de carence. En fait, c'est tout le contraire. Tout s'est régulé. Donc, on n'en a pas encore parlé des prises de sang, mais je vais dire, tous les paramètres de santé se sont améliorés depuis que je suis en cétogène. Mhm. Que ce soit, que ce soit les minéraux, que ce soit l'insuline à jeun, que ce soit les lipides, enfin mon analyse de sang est parfaite. Ouais, ben justement, on peut en parler directement. Moi, j'ai regardé un peu ton analyse de sang. J'ai vu que justement avant, tu étais en quelque sorte prédiabétique. Maintenant, c'est Oui. résolu. Ta vitamine D, elle a augmenté considérablement. Ton cholestérol, ben c'est sûr que j'imagine si ton médecin, je serais curieux de savoir qu'est-ce que dit ton médecin sur ton cholestérol. Euh, et puis, ben c'est ça, je me demandais justement, en voyant tes prises de sang, est-ce que tu prends des suppléments, de la vitamine D, entre autres, puis que pense ton médecin justement de ton niveau de cholestérol? Oui. Ben, mon médecin, c'est un médecin complotiste. Ouais. C'est-à-dire que c'est un médecin qui est ouvert à toutes les autres méthodes et toutes les médecines. Donc, qui a aussi compris beaucoup de choses avec la période Covid, etc. Enfin, on va pas en OK, parler ici. excellent. Donc, mon médecin est en accord total avec moi. Donc, OK. il connaît le régime cétogène, il le comprend, il l'admet, il ne le pratique pas lui-même. Mais euh, donc, que le cholestérol augmente, c'est tout à fait normal. Et bah, par contre, que j'ai été prédiabétique alors que je suis une alimentation soi-disant santé depuis mes 27 ans. Donc, ça veut dire qu'en mangeant 60% d'hydrates de carbone, 20% ou 25% de protéines et le reste en gras, comme les recommandations gouvernementales, eh bien, je suis devenu prédiabétique. Hmm. Donc, j'étais un bodybuilder qui croyait bien faire, qui croyait améliorer sa santé, et pas du tout. Donc, en suivant les recommandations, je me suis retrouvé prédiabétique avant de suivre un régime cétogène. Et je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ces résultats. Donc, c'est aussi ça qui m'a fait changer, en parenthèse, hein. OK, Donc, OK. qui m'a fait, Bon point. ouais, ouais. Ben, je sais que c'est Euh, assez fréquent des gens qui font des sports de haut niveau qui vont finir éventuellement à être diabétiques, mais j'ai jamais vraiment vu de chiffres sur le sujet. Parce que justement, quand on consomme à haut niveau sur un régime à base de glucides, ça prend beaucoup de glucides pour avoir toute cette énergie-là. Et donc, ben, on ouais, s'en va vers là. ouais. Mais tu vois que malgré ça, mon corps, bah, je devenais résistant à l'insuline, je devenais prédiabétique. J'avais un index OMA qui était mauvais. J'avais une insuline à jeun trop élevée. Mhm, J'avais les lipides, les, les- les lipides dans le sang trop élevés aussi. mhm, Donc rien n'allait alors que je croyais manger sainement, tu vois. Donc même en low carb, même en low carb. mhm. Donc c'était comme ça. Donc il a fallu vraiment que je passe en cétogène pour régler le problème, quoi. C'est Ouais, ben ça c'est intéressant que donc est-ce que tu as eu des prises de sang avant et après le low carb qui confirment que justement ça s'est pas vraiment amélioré? Oui, oui. Je crois que je t'ai joint à deux prises de sang, une avant cétogène et une après cétogène. Oui, c'était avant et après cétogène, mais là je parle OK, ça veut dire que la première prise de sang avant cétogène, Oui, c'était déjà en low carb? oui, c'était en low carb. OK. Donc Oui. ça a pas vraiment amélioré le diabète même en low carb. Non,
J'aurais cru Non, c'était que ça aurait quand même été dans le bon sens. bah moi j'étais peut-être déjà trop avancé dans le problème. C'est-à-dire que comme j'étais déjà intolérant au, au gluten depuis de nombreuses années, Mhm, je crois que j'avais des intestins assez fragiles et plus sensibles peut-être aux hydrates de carbone. mhm. Tu vois, donc je pense que parce que quand je mangeais même en low carb des hydrates de carbone, j'avais des phénomènes comme le ventre qui gonflait dans la demi-heure qui suivait le repas. Je faisais la rétention d'eau, d'une heure à l'autre, je faisais de la rétention d'eau, mon corps changeait. Donc j'avais vraiment une très mauvaise réaction aux hydrates de carbone. Tu vois, et depuis que je suis passé en cétogène, je n'ai plus aucun problème, quoi. Il n'y a plus de rétention d'eau, il n'y a plus ces gonflements, plus rien. Puis quand tu dis low carb, tu le faisais comment? C'était combien de glucides maximum que tu te permettais? À peu près 30% de glucides, alors si sur 2000 calories, ça fait un tiers, ça fait 700 calories en glucides, divisé par 4, ça fait à peu près 170 grammes, 180 grammes de glucides par jour. OK. Ben, ouais. Quand j'entends low carb, normalement, c'est plus entre 50 et 100, autour de 100 grammes de glucides par jour, là. Donc, c'était peut-être un peu élevé. Mais je Oui, mais pense, ça sinon, dépend, oui, pardon, ça dépend de ton total calorique, tu vois. Si tu manges 3000 calories par jour ou si tu en manges 1000 par jour, euh, pour moi, je travaille avec un pourcentage, tu vois, pas ouais, ben, avec c'est vrai que tu des... es culturiste aussi, là, donc tu consommes plus qu'une personne moyenne. Oui, donc on mange plus d'hydrates avec 3000 calories, dans 3000 calories, même en low carb, C'est qu'avec vrai. 1500 calories. Tu OK, vois, ouais, c'est un peu différent. bien vu. Ouais. Sinon, ce qui pourrait aider quelqu'un qui veut pas faire un régime cétogène ou carnivore, qui va être en low carb, pour justement renverser un diabète, je pense que de faire ça combiné avec du jeûne intermittent ou jeûne prolongé, les deux ensemble, je pense que ça pourrait vraiment aider. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, toi, du jeûne intermittent, jeûne prolongé ou même jeûne sec? Non. J'ai déjà fait 3 jours de jeûne sec, hein? Oui, ça oui. Donc, je préfère faire jeûner sur plusieurs jours que de faire du jeûne intermittent. OK, Alors, je t'explique pourquoi. je t'écoute. Euh, Dans ma vie, en tant que coach, j'ai coaché et j'ai suivi énormément de gens qui voulaient maigrir. Et 90% des gens qui venaient me trouver et qui étaient trop gras ou trop gros étaient des gens qui ne mangeaient pas le matin. Donc, OK. il faisait un programme, euh, allez, un jeûne intermittent finalement, hein. OK. Alors, j'ai remarqué que quand on ne mange pas le matin, eh bien, le corps a tendance à se mettre en sécurité. C'est-à-dire, comme tu ne fournis pas de l'énergie à ton organisme le matin, eh bien, ton corps va adapter ses dépenses à ses recettes et il va diminuer son métabolisme. Donc, ne pas manger, faire le régime intermittent, faire le jeûne intermittent, ne pas manger le matin, ça pousse ton corps à diminuer son métabolisme. Et comme tu mangeras plus tard dans la journée, le corps aura tendance à restocker pour le lendemain matin parce qu'il sait qu'il n'aura rien. Donc si c'est répétitif et automatique, je ne suis pas pour le jeûne intermittent. Je suis pour le jeûne intermittent pour soigner un problème, Mhm. ponctuellement, mais pas tous les jours. Parce que tous les jours, j'ai remarqué que ça a fait, dans un premier temps, ça peut faire maigrir les gens parce qu'ils enlèvent une partie ils diminuent les calories mangées sur la journée. Mais après, quand le corps s'adapte, ça fait l'inverse. Ça veut dire que les gens recommencent à grossir progressivement après quelques mois. Et donc, moi, je préfère le jeûne intermittent, mais alors en soirée, on mange le matin, on arrête de manger à 18 heures jusque le lendemain matin à 8 heures. Et là, tu auras la même plage horaire de libre, libérée, mais en soirée, ce qui te permettra d'aller dormir sans digérer.
sans être en train de digérer ce que tu as mangé et donc d'avoir un sommeil plus réparateur. Donc je pense que le, le rythme de l'homme, c'est plutôt de manger le plus tôt possible dans la journée et le rythme, je vais dire pour la santé, hein, pas, c'est plutôt de manger le plus tôt possible dans la journée et de s'arrêter de manger largement avant d'aller dormir. Parce que quand tu manges, moi personnellement, par exemple, si je mange avant d'aller dormir, eh ben, j'ai des difficultés à dormir. C'est-à-dire que j'ai mon corps qui se met à digérer. Or, le corps n'est pas fait pour digérer pendant qu'il doit favoriser la récupération et la régénération cellulaire pendant la nuit, etc. Donc, pour moi, il faut laisser le corps au repos totalement, c'est-à-dire que la digestion ne doit pas se faire pendant le sommeil. Donc, ça doit se faire bien avant. Et quand ça se fait bien avant, ben, le sommeil est bien plus récupérateur. Ça, ce n'est que mon avis. Ah, mais il y a beaucoup de sens dans ce que tu dis, puis je te rejoins, même si moi j'aime beaucoup faire du jeûne intermittent, je te rejoins sur, j'aime pas ça manger en soirée, même si je vais bien dormir après, même après avoir mangé, j'évite de manger tard le soir, même si ça va m'arriver de faire des exceptions, là, il y a toujours Oui, moi question aussi. d'imprévu. Mais où est-ce que je te rejoins, c'est que j'aime pas nécessairement que ça devienne une obligation ou un automatisme. De, C'est ça. je vais pas faire mon jeûne intermittent tout le temps, systématiquement. Généralement, je vais manger vers midi et vers 17-18 heures. Donc, j'ai ma fenêtre le soir que je mange pas. Le matin, je mange pas. Mais la fin de semaine, mes enfants sont pas à l'école. Le matin, je vais déjeuner avec eux. Donc, là, mon cycle change. Je pense que dans la nature, autant les animaux sauvages que les humains préhistoriques, il n'y avait pas une montre qui leur disait à quelle heure manger. Non, Donc, non, il devait y avoir des cycles comme ça, mais il devait être fréquemment déboussolés selon quand est-ce qu'ils ont réussi à chasser leur mammouth ou quoi que ce soit. Donc, tout à fait. il y a des choses qui se rejoignent là-dedans. Tout à fait. Mais par contre, tu vois, on dit toujours que l'homme n'est pas fait pour manger le matin parce que dans les temps préhistoriques, il n'avait pas à manger le matin. Eh ben, ça, ce ne sont que des suppositions. Parce qu'en Ouais. fait, rien n'empêche de stocker un peu de viande séchée, un peu de fruits, un peu de n'importe quoi et de manger le matin. Donc on suppose que les gens, il y a 20 000 ou 30 000 ans, ne mangeaient pas le matin. Ce qui est une supposition. Personne n'a pu prouver ça. Donc, Ah, en ben, fait, oui, oui, vas-y. ils pouvaient très bien manger le matin. Maintenant, peut-être qu'il y a des jours où ils n'avaient plus à manger, où ils devaient ne pas manger le matin, ils devaient aller chasser ou faire quelque chose et revenir avec de la nourriture plus tard. Mais Oui, même affirmer, qu'il affirmer, devait avoir des fois une semaine sans manger aussi, là. ouais, c'est ça. Maintenant, affirmer qu'on n'est pas fait pour manger le matin, ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que rien ne prouve dans l'évolution de l'homme que c'est fait comme ça. Ouais, je suis d'accord je suis 100% d'accord avec toi. Euh, Parce que de toute façon, les humains, s'ils chassent un mammouth une journée, il reste de la viande pendant une semaine. Donc, si le Oui, lendemain matin, ils ont faim, ils vont pas s'empêcher de manger. La viande est là, ils vont. Au contraire, je pense tout à que ça fait. devait être un festin qu'ils devaient manger autant qu'ils pouvaient pendant plusieurs jours, plusieurs semaines de suite, jusqu'à ce que justement les quantités commencent à réduire, puis là Oui, qu'il fallait qu'ils passent au prochain mammouth, puis se concentrer là-dessus. Mais là où est-ce que j'apporterais une nuance, c'est que moi, si je mange à satiété vers 17-18 heures le soir, le lendemain matin, j'ai juste pas faim. ok. Si j'ai faim le lendemain matin, c'est parce que j'ai pas assez mangé la veille. J'ai pas mangé à pleine satisfaction. Parce que Ouais, je suis pas quelqu'un qui compte les quantités qu'il mange. Je vais, quand je mange, je vais toujours manger jusqu'à temps que je suis vraiment satisfait. Et si ça, je le fais, naturellement, ça va être maximum 2 repas par jour.
même très à Ok. l'aise avec un seul repas par jour. C'est là Ouais. la petite nuance. Je pense que ça dépend des quantités qu'on mange en quelque part. Tout à fait. Donc je pense que quand tu manges vers 17 heures, tu dois avoir un repas plus copieux que moi. Et moi, je répartis plus sur la journée. Tu vois, donc peut-être pour lisser mon énergie, et c'est peut-être aussi des anciennes habitudes de bodybuilder qui font qu'on répartit plus sur la journée, tu vois. Donc c'est Ouais. sûr que si tu manges un gros repas vers 17 heures, c'est compliqué d'avoir faim le lendemain matin, en effet, tu vois. Mais moi je me Mhm. lève le matin et j'ai mon appétit qui s'ouvre dans l'heure qui suit, tu vois. OK. Donc je ressens le besoin de manger le matin. OK. Voilà. Si je n'en ressentais pas le besoin, peut-être que je ferais comme toi. Et Et, je ressens ben, le besoin de manger. et justement, si jamais je me lève un matin et que j'ai faim, euh, je, je vais manger. Je vais pas me dire, il faut absolument que je fasse mon jeûne intermittent. Si je me lève un matin et j'ai vraiment faim, je mange. À moins que ça donne que j'ai pas le temps ce matin-là. Là, je peux très bien sauter, mais souvent, ça va être, Oui, c'est ma faim qui le dicte. Donc, oui, ça se rejoint à plusieurs endroits, je pense. Euh, oui, Là, on est rendu à 1h10. J'ai encore quelques questions pour toi. Je pense qu'on va arriver pas mal dans les temps prévus. Et je t'avais posé la question tantôt, mais c'était dans plusieurs questions en même temps. Est-ce que tu prends des suppléments? ah oui, ah oui. Oui, alors, je, ça a été variable au cours des 2 ans et demi cétogène. J'ai eu une période où je prenais pas du tout de suppléments. Mhm, Alors, j'ai eu quelques désagréments. J'ai eu, par exemple, une augmentation des pulsations cardiaques. J'ai, j'ai eu aussi, peut-être le sommeil un peu perturbé. Euh, ça sans supplément. Hmm. Maintenant, moi, je prends des suppléments. Alors, je prends quoi principalement? Ce sont des suppléments santé, pas des suppléments orientés bodybuilding. C'est de la vitamine D3, MK2, mhm, c'est du sélénium, du magnésium et un petit peu de potassium. OK. Voilà. C'est en gros ce que je prends. Je prends Mhm. rien d'autre. Donc, je ne prends pas de protéines en poudre, produits spécifiques bodybuilder. Je prends pas d'acide aminé, etc., etc., etc. Je ne prends que des suppléments santé. Voilà, ceux que je Ta viens de te citer. créatine? Créatine, je n'en prends même pas. OK. C'est pour te dire, je ne ressens même pas le besoin d'en prendre parce que je me sens tellement bien à l'entraînement que j'ai oublié la créatine. J'ai Ben, oublié. j'en ai déjà parlé, ça, de la créatine. Je l'ai déjà essayé. Moi, ça me donnait un inconfort au niveau digestif. Puis j'étais curieux de poser la question justement à un culturiste en céto parce que justement, la créatine, on retrouve ça quand même en bonne concentration dans la viande, dans le bœuf notamment. Et les études sur la créatine disent que, comme pour avoir le plein potentiel de rendement Oui, musculaire, il faut prendre environ un 5 grammes de créatine par jour. Mais si tu as une alimentation qui est très carnée, très orientée vers le bœuf, tu l'as ton 5 grammes de créatine par jour. Donc, euh, oui, fait que ces études-là, je pense qu'ils n'ont pas tort, les études, mais c'est juste qu'on les a pas dans un contexte carnivore ou cétogène fortement carné. Ça oui. joint-tu ton impression aussi? Est-ce que tu prenais de la créatine autrefois? Oui, oui, j'ai pris pas mal de créatine, hein. Tu vois, j'en ai pris quand j'étais avec les programmes alimentaires classiques avec 60% d'hydrates, j'y ai pris en low carb. Et par contre, en cétogène, je n'en ai jamais pris. Donc OK. c'était essayé, mais je n'en ai jamais pris parce que j'avais besoin de la créatine pour me sentir bien quand j'étais avec des hydrates de carbone et en low carb, parce que je sentais que ça m'apportait quelque chose de plus. Mhm. Je sentais une meilleure congestion musculaire, je sentais un peu plus d'énergie, mais je n'ai pas ce besoin en cétogène. Et donc, j'ai carrément oublié la créatine. J'en ai sur mon armoire et je ne m'en sers plus. Je ne m'en sers plus, je l'ai oublié, quoi. Donc, Ben, je viens de te le il rappeler, faudrait, ça va être un test à faire. Il va falloir que tu nous reviennes avec la réponse. oui, tout à fait, c'est vrai que c'est un test à faire, quoi. Parce que
je n'en ai plus pris. Voilà, je me sens trop bien comme ça et je ne prends plus de créatine. Ouais. Excellent. Je sais que tu te prépares pour une compétition en Europe. Est-ce que tu peux me parler de ta préparation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais différemment par rapport à tes autres compétitions plus en Belgique? Bah, écoute, ce qu'il y a, c'est que bon, j'ai gagné le championnat de Belgique au mois d'octobre 2025. Donc j'ai séché en cétogène, j'ai été assez sec, j'étais en très bonne condition et depuis j'ai refait une prise de masse en cétogène que je n'avais jamais fait après avoir maigri totalement, après avoir perdu tout son gras. Et donc là je suis resté en très bonne condition, quoi. Donc par rapport aux autres préparations, ben, je n'aurais que 5 kilos à perdre pour être prêt, alors qu'avant j'en ai perdu 15. Mhm. Donc ça change toute la préparation. Ça, ma préparation va être beaucoup plus facile. Donc je vais étaler ma préparation. Le championnat d'Europe, c'est le championnat d'Europe hein, auquel je veux participer, se passe au mois de le 12 juin. Mhm. Donc j'ai 6 mois là pour perdre 5 kilos. Tu vois, donc ma préparation va être beaucoup plus cool. Ça va être plus facile. Donc j'ai déjà recommencé. J'ai introduit, je fais 1 heure de cardio par jour à peu près, en plus de l'entraînement musculaire. Et je crois que je vais pouvoir rester plus haut en calories parce que je n'ai plus autant à perdre. Et donc je pense que le résultat final sera meilleur, sera meilleur. Excellent. Excellent. S'il y a moins d'efforts pour perdre du gras, eh bien le rendu musculaire sera meilleur puisque le corps sera moins fatigué, hein. Excellent. Ah ben c'est super on a parlé tantôt si ça te donnait des avantages par rapport aux autres culturismes. Puis ça, je pense que c'en est un bon. Tu pars de moins loin pour justement ta sèche. Et tu en as parlé un peu au début d'entrevue que ça te semble encore pas utilisé encore chez les culturistes. Oui. Euh, Est-ce que tu as comme un avis, une impression, des chiffres sur le sujet? Est-ce que combien de culturistes utilisent ça, le régime cétogène, ou c'est vraiment, vraiment marginal? C'est vraiment marginal. OK. C'est vraiment marginal. Dans la salle où je m'entraîne, donc il y a plusieurs centaines de personnes. Moi, j'en ai converti 4, hein, mais OK. en dehors de ça, personne. Donc, en OK. dehors de moi et de mon entourage, personne ne pratique le cétogène. Donc c'est vraiment marginal, parce que les gens sont formatés, ils sont formatés avec les hydrates de carbone. Et tu sais bien que toutes les recommandations vont dans le sens manger des glucides complexes, etc., etc., etc. Et tous les médecins ils sont toujours en train de recommander cette alimentation-là, donc personne ne te croit. Quand tu dis Ouais. que en mangeant cétogène, en mangeant du gras et des protéines, je suis en meilleure forme, que, que tous mes paramètres santé sont améliorés, on me regarde avec des grands yeux en se disant, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il raconte n'importe quoi. Et ton cholestérol, en mangeant gras comme ça va être la catastrophe, etc., etc. Enfin, tu sais, je crois que tu es aussi bien placé que moi pour savoir Ouais. toutes les remarques qu'on subit quand on fait un programme cétogène, hein. Les gens ne sont pas du tout, n'ont pas du tout la formation nécessaire pour comprendre le cétogène. Tu vois, c'est compliqué pour la plupart des gens. C'est vrai. Puis je rajouterais peut-être c'est une impression que j'ai. Là, on attribue beaucoup le cétogène à la perte de poids. Tu sais, c'est ce qui a remis le cétogène un peu sur la carte, ce qui l'a popularisé, c'est la perte du poids. Donc, ça vient pas du milieu du culturisme, du moins, je me pense, peut-être que je me trompe, là. C'est sûr qu'à l'origine, ça a été découvert ou redécouvert pour les enfants épileptiques. Mais Oui. je me dis que justement, quelqu'un qui veut perdre du poids, il sait que ça marche. Lui, il a un horizon, peut-être que je veux perdre du poids sur 3 mois, 6 mois, un an, versus un culturiste qui essaie le cétogène.
Quand il arrive au 3 quatrième jour, que la grippe céto qui embarque, puis que la semaine d'après, il n'est pas encore céto adapté, puis qu'il voit ses performances chuter au gym, il y a ça aussi, cette espèce de phase-là qui est à réussir à traverser, qui doit pas nécessairement être facile. Toi, dans ton cas, est-ce que ça s'est bien passé, justement, la transition vers le cétogène? Ça s'est très très bien passé. C'est-à-dire que je n'ai pas senti de creux point de vue sportif, pas du tout. Pas de baisse d'énergie, pas de grippe cétogène. Euh, Comme je t'ai dit, j'ai eu quelques fois, quelques mois après, un peu des palpitations, le rythme cardiaque qui s'est accéléré parce que je n'ai pas fait assez attention au sel et éventuellement à d'autres suppléments. Donc, Mhm, je suppose qu'aussi au début d'un programme cétogène, je crois que ton corps aussi doit s'adapter, doit apprendre à épargner le sel, à ne pas le rejeter de trop, etc. Et je pense qu'il y a une adaptation de quelques mois qui se passe pour retrouver un équilibre plus stable. Euh, mais moi, je n'ai pas eu de gros problèmes. Je suis passé d'un low carb à un programme cétogène médical, carrément mhm. avec 80% de graisse du jour au lendemain. Donc du jour au OK. lendemain, je suis passé à ça et je n'ai pas eu de problème particulier. Non, aucun. Excellent. Ben, je pense qu'on a couvert toutes sortes de sujets super intéressants. J'ai beaucoup apprécié ta compagnie, Christian, toute l'info que tu me donnes. Je trouve ça super intéressant. J'ai une dernière question pour toi pour terminer. Ton fils aussi est culturiste. Est-ce qu'il a la même Oui. approche que toi? Ah ah. Eh bien, j'essaie de le convaincre, tu vois. Ah, OK, c'est Mais encore une source de conflit. non, 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 c'est pas une source de conflit. Non, non, il est très intelligent et il voit que ça se passe très bien avec moi. Donc, ça le titille. Et il a quelque part envie. Mais socialement, je crois qu'il a peur de passer le cap et surtout aussi avec sa femme. Ça veut dire qu'ils ont des repas communs, etc. Ils ont une façon de manger ensemble. Et je pense que s'il passe au cétogène, il fera tout à part. Et donc, socialement, ça le met un petit peu de côté, et ça crée un petit peu un fossé par rapport aux gens avec qui il vit, tu vois. Mhm, Et c'est un peu ça qui est difficile dans le cétogène, entre guillemets, même si avec le temps, on s'aperçoit que euh, supprimer les hydrates de carbone, ça ne change pas grand-chose par rapport aux autres personnes. On peut manger un morceau de viande avec du gras à côté et les autres vont manger le morceau de viande avec des pâtes ou du riz à côté. Donc, je veux dire, finalement, on peut manger ensemble, de même qu'on peut aller au restaurant. Moi, je vais au restaurant, simplement, je ne prends pas d'hydrate de carbone, mais je peux aller au restaurant. Donc, le côté social est beaucoup moins impacté que ce qu'on pourrait croire quand on est en cétogène, pour moi. oui, mais je Il est comprends le assez frein facile quand même. de s'adapter. Mm. Comment? Je comprends le frein quand même, Oui, c'est ça, il y a un petit l'inquiétude frein. qu'il y a là. Ouais, ouais. Oui. Il a Donc, il peut-être pas mange tout. vu. Toi, dans ton cas, tu as eu plusieurs sources de motivation qui étaient là en même temps, le Tout à fait. diabète, Oui. la digestion, tout ça. Donc, il y avait plusieurs facteurs qui te motivaient. Lui, oui, il te voit aller, ça fonctionne bien pour toi, mais il manque peut-être d'autres petits facteurs externes pour venir le pousser dans cette C'est-à-dire, direction-là. tout à fait. Je pense qu'il y viendra un jour, hein, parce qu'il est intelligent et donc il voit ce qui se passe. Donc, il va Mhm, pouvoir tirer des conclusions. Et donc, je pense qu'il y viendra. Mais il faut du temps. Et ce qu'il y a surtout, c'est que lui ne retire pas d'inconvénients au régime avec hydrate. C'est-à-dire que son corps fonctionne bien avec les hydrates de carbone. Donc, il n'a pas vraiment d'inconvénients qui le poussent à changer l'alimentation. Tu vois, mhm, ça, c'est fort important aussi. Maintenant, à son âge, je n'avais pas de problème non plus. Moi, mhm. sont venus Il a quel âge? mes problèmes sont venus aux alentours de la cinquantaine. Donc, mon corps, si tu veux, a subi le gluten, a subi les hydrates de carbone pendant 50 ans. Et après un certain temps, ton corps n'en peut plus et il te dit, c'est fini,
c'est fini, c'est terminé, j'en peux plus. Et puis ça se voit dans les analyses de sang, tu deviens prédiabétique alors que tu croyais bien faire. Et ça, c'est l'accumulation, c'est avec le temps, ton corps commence à lâcher, et il est temps de changer quelque chose. Tu vois, mais si j'avais fait le régime cétogène plus jeune, eh bien, ma vie aurait été, je crois, de meilleure qualité. Tu vois, Mhm. c'est Oui. maintenant on s'aperçoit pas qu'elle est dégradée quand on mange les hydrates de carbone parce qu'on est tellement habitué, on est habitué à, à manger les hydrates et à ressentir ce qu'on ressent quand on mange des hydrates. Mais quand on n'en mange pas, on se sent mieux. Mais on ne le sait que quand on a franchi le pas, quand Mm. on a franchi le cap et qu'on est passé en cétogène ou en carnivore. Et là, on se rend compte que finalement, on est bien mieux comme ça qu'avant. Hein, c'est Ouais. Il a quel âge ton fils? Je pense que tu l'as dit au début, 26 ans. mais 26 ans. Bon, 26 ans. justement, moi aussi 26 à ans. 26 ans, ça allait bien. C'est plus vers la trentaine que les problèmes ont commencé à apparaître. Hey, c'est super. Je pense qu'on va boucler l'entrevue là-dessus. Christian, aussi, si tu veux que les gens te joignent sur les réseaux sociaux ou par Oui. courriel ou sur un site web, quoi que ce soit, tu vas pouvoir m'envoyer les liens. Je vais tout mettre ça en description. Vraiment, merci d'avoir été là. C'est un sujet super intéressant, c'est un gros sujet, puis je suis content d'avoir eu un exemple sur la chaîne. Et puis, je te souhaite, Christian, de rencontrer ton fils en compétition et de gagner contre ton fils. Là, ça serait vraiment la bonne source de motivation pour lui. Bah, écoute, il y a 2 ans et demi, on a fait le championnat de Belgique ensemble. J'ai gagné, lui a fait deuxième, mais c'est moi qui lui ai remis sa coupe. Tu vois, donc Oui, finalement, mais vous ça, étiez pas voilà, dans la même catégorie quand même. on est, on n'était pas dans la même catégorie, mais je souhaite quand même qu'ils prennent le relais et qu'ils deviennent meilleurs que moi. OK. Hein. Excellent. Merci beaucoup, Christian. Merci tout le monde d'avoir été là. Pour tout le monde, s'il te plaît, aime, partage la vidéo à quelqu'un qui fait de la musculation et qui dit que c'est impossible de gagner du muscle sans le sucre. Pour tout le monde, santé carnivore.